Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette nouvelle édition. On l'entend le premier mercredi du mois à midi, la sirène. À quoi sert-elle exactement? C'est ce que vous découvrirez dans cette édition. Nous parlerons ensuite des océans qui sont de plus en plus au cœur des préoccupations internationales. Ce qui nous amènera tout logiquement à vous parler des relations extérieures monégasques et du poids de la principauté en termes de diplomatie internationale. Et enfin, nous vous ferons découvrir une exposition consacrée à Nice à la Galerie Malboro. Mais avant de développer ces titres, un bon résultat pour l'équipe de foot de Monaco. L'ASM-FC vainqueur à Angers, 2-1 lors du match en retard comptant pour la 22e journée de Ligue 2. L'ASM enregistre son 3e match sans défaite. Monaco respire, mais rien n'est encore joué pour le maintien. Au classement, Monaco grimpe d'une place et se retrouve 18e. Sans transition, chaque premier mercredi du mois, elle retentit la sirène. Est-ce que tout le monde sait à quoi elle sert? Pas sûr, c'est ce que vous allez pouvoir constater avec Émilie Rousseau. Figurez-vous que je ne peux pas vous apporter de réponse supplémentaire parce que je ne sais pas non plus. Non, peut-être par rapport à la Seconde Guerre mondiale, non, je vois pas. Je sais pas, c'est pas la sirène du premier mercredi du mois. À quoi elle correspond? Oui, mais si. À quoi elle correspond? J'ai su, je me souviens plus. Aidez-moi. Effectivement, dans certaines villes françaises, je sais que la sirène retentit le premier mercredi du mois, mais c'est la première fois que nous venons à Monaco avec un groupe scolaire et c'est vrai que nous ne savons, enfin moi je ne sais pas personnellement à quoi correspond cette sirène. Est-ce que c'est habituel? C'est tout dans tous les premiers mercredis de chaque mois? Voilà, je ne sais pas, une simulation. Ou un horaire. Voilà, non, j'ai pas d'idée précise à ce sujet, non, je vois pas vraiment. Sur Paris, c'est souvent l'heure du déjeuner pour les ouvriers d'usine. Ou bien ça pouvait peut-être éventuellement présenter le passage des marées, mais à la Méditerranée, il n'y en a pas. Donc je ne sais pas. C'est le premier mercredi de chaque mois, c'est pour tester la sirène des pompiers de Monaco. C'est l'alarme générale, hein. Ils font le test tous les premiers mercredis du mois, c'est ça. Et dans quel cas justement on fait retentir cette sirène? De la Deuxième Guerre mondiale, non? Pardon? Non, si jamais il y a quelque chose qui se passe, un incendie, je pense quoi. Et vous avez une idée? Alors là par rapport à la guerre, non? C'est par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. C'est à la suite à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et on fait retentir l'alarme, oui, bien sûr. Dans quel cas justement les pompiers de Monaco, la principauté peut faire retentir cette sirène? Je sais pas du tout. S'il est attaqué ou pas? Si on peut être attaqué. Pourquoi, non, s'il y a un incendie, un truc assez grave quoi. S'il faut évacuer des locaux, voilà, c'est un truc comme ça, non? Alors quel est aujourd'hui l'usage exact de cette sirène, dont il ne faut surtout pas banaliser l'utilité? Les explications de Thierry Apparu. Le signal sonore ne pourrait retentir que dans un cas. Il fait partie d'un réseau d'alarmes qui permet, au travers des sirènes, d'inviter la population à se confiner. Alors, le signal qui est entendu n'est qu'une partie du vrai signal, puisque le vrai signal, lui, comporte 3 signaux qu'on entend le premier mercredi du mois, espacés de quelques secondes. Donc le signal est beaucoup plus long. Deux cas de figure, je suis à l'extérieur, je dois rentrer dans le premier bâtiment que je trouve, ça peut être un magasin. Si je suis chez moi, la première des choses, je ferme les fenêtres de manière à essayer de ne pas, faire rentrer de l'air extérieur. Pourquoi on veut confiner? Effectivement, à quel moment je vais utiliser la sirène? Surtout si j'ai un problème extérieur qui pourrait justement avoir des conséquences sur les populations. Ça peut être un accident de circulation, par exemple sur l'autoroute impliquant des matières dangereuses, avec un nuage qui pourrait à un moment donné traverser la principauté, ou bien des retombées radioactives dues à un accident nucléaire, loin de chez nous bien évidemment, puisque nous n'avons pas d'installation nucléaire dans le secteur. La décision d'alerte serait donnée par le gouvernement. La sirène déclenchée depuis la sûreté publique, où se trouve l'installation, est relayée par ces haut-parleurs, notamment installés sur le toit de la caserne des Carabiniers, boulevard de Belgique. Ne pas se déplacer dans ce cas est primordial, y compris et surtout pour aller à l'école chercher les enfants.
Il ne faut pas aller les chercher, pas parce qu'on les abandonne, loin de là. L'éducation nationale a mis en place ce qu'on appelle des plans particuliers de mise en sûreté qui permettent donc aux enseignants de prendre les mesures à l'intérieur des établissements scolaires et de mettre les enfants à l'abri. Donc le geste d'aller vouloir récupérer, qui est un geste tout à fait naturel, est à proscrire, comme celui d'ailleurs d'appeler les sapeurs-pompiers pour demander ce qui se passe. Si vous utilisez les lignes d'urgence pour demander les secours, effectivement, elle risque d'être encombrée par votre demande, je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Restez à l'écoute des radios, notamment RMC ou France Info, et consultez le site web des pompiers de Monaco. Toutes les informations sur la prévention et sur les conduites à tenir s'y trouvent. On prend le large, les océans font partie désormais des discussions environnementales dans toutes les réunions internationales et encore quand ils ne sont pas au cœur des débats. Ce sera le cas cette année au moins à 6 reprises, dont par exemple la semaine prochaine à Marseille. Leur protection est devenue un enjeu majeur. Les océans font partie d'une nouvelle approche globale et positive, comme l'a constaté lors du sommet mondial des océans à Singapour en février, Olivier Dufourneau. Ce qui a été intéressant à Singapour au World Ocean Summit, c'est cette approche nouvelle où on est sorti finalement des cercles habituels, des cercles scientifiques, diplomatiques, qui ont l'habitude de traiter de quelques problèmes assez sectoriels des océans pour avoir une nouvelle approche qui est une approche, on va dire, plus transversale et économique. L'objectif spécifique était de mettre ensemble des grands acteurs industriels et des décideurs politiques et des associations. Et ça, c'est, on va dire, une dimension, un élan nouveau sur lequel Monaco est fortement engagé depuis quelques années et qu'on entend soutenir et poursuivre. Globalement, moi, je dirais que ce qu'on entend porter à Monaco par l'action du gouvernement, par l'action de l'Institut océanographique, par l'action de la Fondation Prince Albert II, c'est une pensée positive des océans, c'est-à-dire de bien reconnaître que le modèle actuel de relation aux océans n'est pas durable. Ce n'est pas en considérant qu'ils sont une ressource infinie ou un puits sans fond pour nos émissions de gaz à effet de serre et nos déchets qu'on arrivera à établir dans le temps une relation, et on est en train de rompre progressivement tous les équilibres. Non, on souhaite dépasser ce constat aujourd'hui partagé pour trouver des solutions qui aient une réalité sociale, économique, et c'est pour ça qu'on a besoin de tous les acteurs ensemble. Et c'est ce qu'on fait depuis quelques années à l'initiative de Son Altesse Sérénissime le Prince. Les océans sont à l'honneur de la Monaco Blue Initiative qui rassemble toute la palette d'acteurs, depuis les décideurs politiques jusqu'aux acteurs économiques, qui sont capables de définir ce nouveau modèle de la relation aux océans, une meilleure gestion de la pêche, le développement d'activités qui ne nuisent plus directement aux océans, mais qui en tirent le meilleur parti. Et c'est vraiment cette pensée positive qu'on cherche à mettre à l'honneur, et qui a été mise à l'honneur notamment en novembre dernier à l'occasion de l'atelier de travail international Blue Economy 2011 qui avait été hébergé par Monaco. C'est vraiment une démarche permanente qui se veut constructive et non pas seulement pessimiste sur l'état des océans. 2012 est une année diplomatique très dense avec par exemple Rio +20 en juin, le grand sommet placé sous l'égide de l'ONU en ce qui concerne les problématiques environnementales. À chaque fois, Monaco fait entendre sa voix, une voix qui porte et pas seulement dans le domaine justement environnemental. Jeudi, à partir de 19h15 sur Monaco Info, vous pourrez suivre une rencontre avec José Badia, le conseiller de gouvernement pour les relations extérieures. Rencontre afin de comprendre avec lui ce qu'est la doctrine diplomatique monégasque. Je vous propose de l'entendre maintenant sur le thème des accords fiscaux. Monaco vient d'en signer un 25e tout récemment au Mali. Je crois que si on se réfère au discours fondateur que le prince avait prononcé au lendemain de son événement, au contact qu'il avait pris, et j'avais été personnellement à la rencontre qu'il a faite avec le président Barroso en juin 2007 auprès de l'Union européenne, le prince souverain a tout de suite et très clairement fait valoir que la principauté se prononçait en faveur de la transparence financière. Et si on ne l'avait pas fait tout de suite, c'est qu'on avait voulu faire, enfin quand je dis on, l'OCDE peut-être,
avait voulu faire de la principauté une sorte de bouc émissaire en souhaitant que ce soit la principauté qui, la première, s'engage. Or, d'autres pays devaient le faire. Et le prince avait toujours fait valoir que lorsque tout le monde le ferait, la principauté, bien sûr, le ferait. Donc, c'est en 2008 que les choses se sont déclenchées, et dans le prolongement du G20 ensuite. Donc, la décision de sortir de la liste grise de l'époque donc, est intervenue. Il fallait faire vite. Il fallait signer 12 accords. Il y en avait 6 mois pour le faire. Et donc mon prédécesseur à ce poste, et qui avait la charge des relations internationales, donc, a fait diligence et avec le résultat que vous connaissez. Mais la volonté du prince n'a pas fléchi pour autant. Nous continuons. Alors aujourd'hui, c'est le département des finances qui, avec juste raison, a récupéré cette charge. Donc nous continuons à avoir des approches avec les pays qui, économiquement, nous sont, je dirais, proches en ce sens que nous sommes concernés par une évolution commune. Hein. C'est bien sûr la voie que nous privilégions, mais dans la mesure où aujourd'hui nous avons un peu plus de temps devant nous et où l'intérêt commun le justifie, nous nous efforçons de passer des accords à la fois de transparence financière, mais également de non-double imposition, puisque dans ce contexte, les ressortissants de la principauté et les ressortissants étrangers de ce même pays peuvent trouver avantage à ce type d'accord conforme aux règles de l'OCDE. Toujours concernant l'international, il y a un an tout juste, la Terre tremblait au Japon. S'ensuivait alors une des plus grandes catastrophes nucléaires à Fukushima. En commémoration, une messe solennelle sera célébrée en la cathédrale ce dimanche 11h, suivie à 16h, toujours en la cathédrale, d'un concert. Le prix, 10 €. La vente des billets se fera sur place. La recette sera entièrement reversée à un organisme japonais. Beaucoup plus léger à présent, à partir de ce jeudi, la galerie à Malborough présente une exposition. Le thème, à l'origine, Nice. Vous pourrez découvrir un panorama de la richesse artistique qu'offre cette ville. L'inauguration se déroulait ce mercredi. Vanessa Dessy y a assisté. 19 artistes, 30 œuvres, la galerie Malborough propose une exposition jusqu'au 26 avril prochain sur le thème « À l'origine, Nice ». Un événement où vous pourrez découvrir une véritable richesse de créateurs, tous en lien avec la ville de Nice. Le vrai lien, c'est mon choix. Bon, c'est peut-être un peu prétentieux, mais j'ai voulu le lier d'une certaine façon à ce que je vous disais, c'est-à-dire que sans qu'il soit didactique, sans que je dise voilà ce que c'est tel mouvement, etc., il y a quand même une présence de chaque mouvement qui ont fait l'histoire de cette région et qui ont fait connaître leurs artistes et leurs grands artistes. Donc il y a ce choix, il y a des gens qui sont, je dirais, incontournables. On a appelé l'école de Nice parce que vraiment il y a eu une concentration d'artistes très importante à un moment. Mais en réalité, si moi je conteste un peu ce terme d'école, d'abord parce qu'il n'y avait pas d'école, enfin il y avait une école qu'on appelait les Arts Déco à l'époque et qui est devenue la Villa Arson. Mais il y avait des gens leaders de mouvements. Donc c'est tous des mouvements qui sont quand même plus ou moins nés à Nice. Imposante structure, tableaux ornés de nourriture pour poissons, sculptures ou bien même bijoux, le visiteur sera plongé dans plusieurs univers très distincts. Allant d'artistes de renom comme Ben ou Armand, vous redécouvrirez le nouveau réalisme ou le mouvement Fluxus. Puis, de jeunes novices tels que Gilles Michelis vous conduira à observer l'incongru de notre quotidien, un panel d'artistes qui interpelle. C'est quand même tous des artistes qui ont remis en question les habitudes, ce que le large public appelle la peinture, la sculpture. Ils ont un peu dérangé tout pour donner une œuvre très nouvelle. Et ensuite, les jeunes, eh bien, les jeunes, ils sont, à mon avis, tout à fait conscients de ce qui s'est passé avant eux. Mais ils cherchent aussi un domaine où leur langage est nouveau.
Donc on a des gens comme Ingrid Sinibaldi, des artistes aussi qui sont très peinture, ce qu'on a remis en question pendant un moment, mais moi je suis très attachée à la peinture. C'est aussi une amitié qui lie tous ces gens. C'est des gens qui n'étaient pas forcément du même moule, comme était l'école de Paris dans le temps où tout le monde travaillait un peu dans la même problématique, mais c'était des gens qui avaient des liens entre eux. Et le lien, souvent, c'est Ben. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a deux Ben, parce que c'était le personnage médiatique et qui était l'ami de tous. À l'origine Nice, une exposition à ne surtout pas manquer avant le 26 avril prochain. Après vous avoir parlé de culture, du sport à présent, pour finir avec le 8e championnat de patinage artistique sur le quai Albert Ier. Il clôturera la saison de patinage. Plus de 80 licenciés âgés de 5 à 15 ans seront en compétition, samedi matin 9h ou dimanche, en fonction du temps. Ce qui m'amène tout naturellement à vous parler de la météo des prochains jours. Jeudi, un temps moins beau que la veille, avec des nuages parfois menaçants et des températures un peu plus fraîches, de 9 à 12 degrés. Vendredi, une belle journée ensoleillée, des températures proches des normales, de 8 à 14 degrés. Un soleil qui va s'installer les jours suivants, comme samedi, dimanche et plus encore. Les températures seront très agréables, jusqu'à 15 degrés. Ce journal est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous propose de retrouver dans quelques instants un magazine rencontre avec Brice Etes. Le coureur de 800 mètres représentera la Principauté cette fin de semaine à Istanbul lors des championnats du monde d'athlétisme en salle. Et puis l'actualité, c'est aussi sur internet, le www.monacochanel.mc. À très bientôt. Au revoir.